Un jeune couple de fiancés a disparu sans laisser de traces de leur maison de plage en Bretagne, s'évaporant un vendredi soir comme s'ils avaient simplement marché vers l'océan pour ne jamais revenir. Pendant 5 ans, les enquêteurs ont cru qu'ils s'étaient noyés dans les eaux dangereuses de la côte atlantique, emportés par des courants imprévisibles lors d'une baignade nocturne. Mais quand un plongeur amateur explorant les récifs découvre quelque chose de coincé profondément dans le corail, un étui étanche contenant des preuves inattendues, la vérité s'avère bien plus troublante que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Le brouillard matinal flottait au-dessus de Paris, tandis que Claire Delacroix remuait sa 3e tasse de café, fixant les tableaux Excel sur l'écran de son portable. À 35 ans, elle s'était construite une vie confortable comme analyste financière, loin de la ville côtière où sa sœur avait disparu 5 ans auparavant. Le silence de l'appartement fut brisé par la sonnerie stridente de son téléphone. « Madame Delacroix, ici le commandant Julien Morvan de la gendarmerie du Finistère. » La main de Claire se crispa sur le téléphone. Tout appel concernant Amélie lui faisait encore battre le cœur, même après toutes ces années. « J'appelle au sujet de l'affaire de votre sœur. Un plongeur amateur a trouvé quelque chose ce matin, à environ 300 mètres de la maison de plage. Nous avons besoin que vous veniez identifier si cela appartient à votre sœur. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ?» Sa voix sortit plus stable qu'elle ne se sentait. Un étui étanche pour téléphone, jaune vif, coincé dans un récif de corail. Le plongeur l'a apporté à notre brigade nautique. Pouvez-vous faire le trajet aujourd'hui? Je pars tout de suite. Le trajet de 2 heures sur l'A11, puis la N165 jusqu'à Quimper, lui parut à la fois interminable et trop rapide. L'esprit de Claire tournait en boucle sur les mêmes pensées qui la hantaient depuis 5 ans. Amélie et Thomas, tous deux âgés de 28 ans à l'époque, avaient été si heureux, si prêts à commencer leur vie maritale ensemble. La fête de fiançailles dans la maison de plage était censée être une célébration. Au lieu de cela, ils avaient simplement disparu un vendredi soir, ne laissant aucune trace, sauf leur voiture dans l'allée. La brigade de gendarmerie maritime était installée dans un bâtiment moderne près du port de pêche de Concarneau, ses murs blancs se fondant avec les chalutiers et les boutiques touristiques. Le commandant Morvan l'accueillit à l'entrée, un homme dans la cinquantaine aux yeux bienveillants et au comportement patient de quelqu'un qui livrait trop souvent de mauvaises nouvelles. « Merci d'être venu si rapidement », dit-il en la conduisant à travers des couloirs étroits qui sentaient le sel et le gazole. « L'équipe scientifique a déjà traité l'étui, mais nous avons besoin d'une confirmation sur le contenu. » La salle des scellés était d'un blanc stérilisé, contrastant nettement avec l'extérieur rustique. Sur la table métallique se trouvait un étui étanche jaune vif, du type que les kayakeurs et nageurs utilisent pour protéger leurs objets de valeur. Déjà ouvert, son contenu était disposé avec précision sur la table. Le souffle de Claire se bloqua. Il y avait l'iPhone d'Amélie, sa coque dorée rose encore impeccable après 5 ans sous l'eau. À côté se trouvait un petit bâtonnet en plastique blanc. Un test de grossesse. « Mon Dieu !» haleta Claire en s'effondrant sur la chaise que lui offrait le commandant Morvan. Elle était enceinte. C'est ce que nous essayons de déterminer. Le téléphone fonctionne encore. Ces étuis étanches sont remarquablement efficaces. Nous l'avons rechargé et... Il tourna le téléphone vers elle. L'écran de verrouillage montrait une photo d'Amélie et Thomas sur cette même plage, les cheveux blonds vénitiens de sa sœur voltigeant dans le vent tandis qu'elle riait, les bras de Thomas l'enlaçant par derrière, ses cheveux bruns bouclés ébouriffés. Tous deux rayonnaient de bonheur. C'était exactement comme Claire s'en souvenait. « C'est définitivement son téléphone », confirma Claire, la voix nouée. « J'ai pris cette photo lors de leur fête de fiançailles, 3 mois avant qu'ils disparaissent. » Le commandant Morvan hocha la tête en prenant des notes. La dernière activité sur le téléphone date de ce vendredi soir. Quelques textos, des photos prises plus tôt dans la journée, rien qui indique des projets de départ ou de détresse. Le test de grossesse. Claire ne pouvait détourner le regard. L'affichage s'est dégradé après 5 ans sous l'eau, mais notre équipe scientifique pense qu'il était probablement positif. Les gens ne gardent généralement pas les tests négatifs, surtout sécurisés dans un étui étanche avec leur téléphone.
Cette découverte change considérablement les choses, Madame Delacroix. Change quoi? Le commandant se pencha en arrière, choisissant ses mots avec soin. L'enquête initiale a conclu assez rapidement, en fait en quelques jours. L'hypothèse était que votre sœur et son fiancé avaient été emportés par le courant. Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense le long de cette côte. Leur disparition simultanée, sans signe de lutte dans la maison, sans problème financier, sans problème relationnel connu de quiconque, la noyade semblait la seule explication logique. Mais maintenant, une grossesse aurait été un événement majeur dans leur vie. Le fait qu'elle ait eu ce test avec elle, protégé dans cet étui, suggère qu'elle le considérait comme important. Nous devons réexaminer tout, leurs relations, leurs projets, quiconque aurait pu être au courant de la grossesse. Je vais avoir besoin que vous réfléchissiez, Madame Delacroix. Votre sœur a-t-elle mentionné attendre un enfant? Claire secoua lentement la tête. Rien. Nous parlions chaque semaine, parfois plus. Elle me l'aurait dit. Ses yeux brûlaient de larmes retenues. Elle aurait été si heureuse. Ils voulaient tous les deux des enfants. Je suis désolé de rouvrir tout cela, dit doucement le commandant Morvan. Mais c'est la première vraie pièce à conviction que nous ayons eue en 5 ans. Le plongeur qui l'a trouvée a dit qu'elle était coincée profondément dans le corail, probablement là depuis la nuit de leur disparition. Le courant a pu l'emporter depuis la plage. Vous allez rouvrir l'enquête? Elle n'a jamais été techniquement fermée, juste classée sans suite. Mais oui, cela justifie un nouveau regard sur tout. J'aurai besoin que vous restiez disponible pendant que vous êtes en ville. Prévoyez-vous de visiter la maison de plage? Claire n'y avait pas pensé jusque-là, mais maintenant l'idée s'imposait. Oui, j'ai encore une clé, le gardien l'entretient. Édouard, oui, brave homme. Si vous trouvez quoi que ce soit qui pourrait être pertinent, photos, lettres, tout ce qui pourrait éclairer la grossesse ou leur état d'esprit cette semaine-là, prévenez-moi immédiatement. En quittant la gendarmerie, le poids de cette nouvelle connaissance pesait sur Claire. Amélie avait été enceinte. Sa sœur portait un enfant quand elle avait disparu dans l'Atlantique lors de ce qui aurait dû être un week-end de célébration avec leurs amis les plus proches. L'image de ce petit test blanc, préservé comme un message dans une bouteille pendant 5 ans, allait la hanter longtemps. Le trajet de Concarneau à Bénodet ne prit que 30 minutes, mais Claire sentit chaque kilomètre peser sur ses épaules. La route côtière serpentait à travers des bosquets de pins et le long de falaises dramatiques où l'Atlantique s'écrasait contre des rochers millénaires. Elle avait évité ce trajet pendant 3 ans. Depuis le service commémoratif où ils avaient jeté des fleurs symboliques dans les vagues pour Amélie et Thomas. La maison de plage était située sur un terrain de premier choix donnant sur la plage de Bénodet, une construction de style néo-breton, à 2 étages, avec des volets bleus et des murs de pierre blanche. Même depuis l'allée, Claire pouvait voir à quel point elle avait été méticuleusement entretenue. Le jardin fleurissait avec les mêmes hortensias bleues et roses qu'Amélie avait plantées, comme figées dans un printemps perpétuel. Édouard émergea du jardin latéral avant qu'elle n'ait même coupé le moteur. Dans la 60aine maintenant, le gardien se déplaçait avec la démarche prudente de quelqu'un qui avait passé des décennies à lutter contre les intempéries côtières. Son visage buriné se fendit d'un sourire triste quand il la reconnut. « Mademoiselle Claire », dit-il en retirant ses gants de travail. « Cela fait longtemps. »« Bonjour, Édouard. L'endroit est magnifique. » Il hocha la tête avec une fierté discrète. « Monsieur Bastien Leclerc, il s'assure de ça, me paie régulièrement chaque mois, comme une horloge. Dit qu'il faut garder la maison prête, vous savez, au cas où il... » Il s'interrompit, incapable de finir la pensée qui, après 5 ans, ressemblait plus à du déni qu'à de l'espoir. C'est très généreux de sa part. Bastien Leclerc, elle se souvenait de lui. Le meilleur ami et associé de Thomas dans leur entreprise de développement web. Il honore leur mémoire ainsi. C'est un bonhomme, monsieur Leclerc. Honore la mémoire de Thomas comme ça. Vérifier les factures lui-même parfois, s'assurer que tout est comme ils l'ont laissé. Ça ne peut pas être facile pour lui non plus, perdre son meilleur ami et associé commercial comme ça. Claire palpa la clé dans sa poche, celle qu'elle n'avait jamais eu le cœur de jeter. J'ai besoin d'entrer, Édouard. Juste pour un petit moment.
Bien sûr, bien sûr. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Je serai dehors si vous avez besoin de quoi que ce soit. La porte d'entrée s'ouvrit sur un flot de souvenirs. Le salon restait exactement comme Amélie l'avait décoré. Style côtier chic, avec des meubles blancs en lin, des accents en bois flotté, et ses peintures océaniques abstraites qu'elle collectionnait chez les artistes locaux. Tout était propre, sans poussière, comme si les occupants venaient juste de sortir faire des courses. Claire traversa les pièces comme un fantôme. La cuisine avait encore la collection de verres de mer d'Amélie dans un bol sur le comptoir. Le réfrigérateur ronronnait, vide mais fonctionnel. Dans la salle à manger, la table était dressée pour 6, le dîner qui n'avait jamais eu lieu. Elle monta l'escalier, chaque grincement familier mais étrange. La porte de la chambre principale était légèrement entr'ouverte. À l'intérieur, le lit king size était fait avec une précision militaire, les coussins décoratifs arrangés exactement comme Amélie l'aurait fait. La pièce sentait légèrement la lavande, la touche d'Édouard pour la garder fraîche. Claire commença par les endroits évidents, les tables de nuit, le dessus de la commode. Tout était ordonné, non perturbé. Elle se dirigea vers le dressing où les vêtements d'Amélie pendaient en rangées, coordonnés par couleur. Passer ses mains le long des tissus fit venir les larmes. C'étaient les tenues que sa sœur ne porterait plus jamais, les chaussures qui ne danseraient plus jamais à son mariage. Au fond du dressing, un meuble encastré contenait les accessoires. Claire ouvrit tiroir après tiroir, ceinture, lunettes de soleil, boîtes à bijoux, tout parfaitement arrangé. Dans le tiroir du bas, sous une pile de foulards en soie, ses doigts trouvèrent quelque chose qui n'appartenait pas. Un journal relié en cuir. Le journal d'Amélie. Claire le reconnut immédiatement. Elle le lui avait offert pour Noël l'année précédant sa disparition. Ses mains tremblaient en le portant sur le lit, s'asseyant sur le bord pour feuilleter les pages. Les entrées commençaient de façon sporadique, pensées sur la planification du mariage, anecdotes amusantes sur les tentatives de cuisine de Thomas. Mais les entrées de la dernière semaine étaient différentes, plus fréquentes, plus urgentes. Lundi, le test était positif. 3 tests en fait, il fallait que je sois sûr. Thomas ne le sait pas encore. J'ai peur et je suis ravi et complètement dépassé. Nous avons toujours dit que nous attendrions après le mariage jusqu'à ce que l'entreprise soit plus stable, mais peut-être que c'est l'univers qui nous dit que c'est le moment. Mardi, Thomas est rentré stressé encore. Une autre dispute avec Bastien au sujet de l'expansion. B veut ouvrir des bureaux à Londres et Berlin dans l'année. Les chiffres me donnent le vertige. Nous aurions besoin de tout hypothéquer, de prendre des investisseurs. Thomas pense que c'est trop rapide. Je les ai entendus crier dans le bureau à domicile. Bastien a accusé Thomas de le retenir. Thomas a dit que Bastien se souciait plus de l'argent que de l'amitié. Ils sont comme des frères depuis si longtemps. Ça me brise le cœur. Mercredi, je n'ai toujours pas dit à Thomas pour le bébé. J'attends le bon moment. Peut-être que je suis lâche, mais je le veux calme quand il l'apprendra, pas tendu à cause de Bastien et de l'entreprise. J'ai commencé à planifier comment l'annoncer lors du dîner de vendredi. Bastien sera là, peut-être que les nouvelles du bébé aideront tout le monde à remettre les choses en perspective. La famille d'abord, toujours. Jeudi, j'ai entendu Thomas au téléphone avec l'avocat. Il pense à racheter Bastien ou à être racheté lui-même. Mon cœur s'est brisé en l'écoutant. 10 ans à construire Web Innovation ensemble. Et maintenant ça, quand je lui parlerai du bébé demain, peut-être que ça lui rappellera ce qui compte vraiment. Thomas sera un père merveilleux. Je sais qu'il choisira la stabilité pour notre enfant plutôt que les grandes ambitions de Bastien. La dernière entrée était datée du vendredi matin. Ce soir, c'est le grand soir. J'ai acheté un petit body qui dit bientôt. Je vais le mettre dans une boîte cadeau pour après le dîner. Je prie pour que ça rapproche tout le monde au lieu de les éloigner davantage. Thomas continue de demander pourquoi je suis nerveuse pour un simple dîner entre amis. Si seulement il savait. Demain, tout sera différent. Notre petite famille qui commence juste au moment où un autre chapitre se termine. La vision de Claire se brouilla en photographiant chaque page avec des mains tremblantes.
Sa sœur avait été prise entre sa loyauté envers Thomas et ses espoirs pour leur avenir, essayant de naviguer dans la désintégration d'un partenariat commercial qui détruisait une amitié. La grossesse, ce secret précieux, avait été l'offrande de paix espérée d'Amélie, un rappel doux de ce qui comptait vraiment. Un coup léger à la porte de la chambre la fit sursauter. Édouard se tenait dans l'encadrement, l'inquiétude creusant ses traits burinés. « Juste vérifier si vous aviez besoin de quelque chose, mademoiselle Claire. De l'eau? Je pourrais faire du thé? »« Je vais bien, Édouard. Merci. » Elle ferma le journal, le tenant contre sa poitrine. « Juste chercher un peu de fermeture. » Il hocha la tête, comprenant dans ses yeux burinés. « Prenez tout le temps qu'il vous faut. Je serai dehors si vous changez d'avis pour ce thé. » Après son départ, Claire resta assise dans le silence de la chambre de sa sœur, le journal lourd dans ses mains. Amélie était entrée dans ce dîner de vendredi, portant non seulement le secret d'une nouvelle vie, mais l'espoir que cela guérirait la faille grandissante entre Thomas et Bastien. Au lieu de cela, elle avait disparu dans la nuit, emportant tous ses secrets avec elle, jusqu'à maintenant. Le bruit de pneus sur le gravier attira l'attention de Claire vers la fenêtre. Une BMW série 3 noire s'arrêta dans l'allée, ses lignes élégantes incongrues contre le décor rustique de la maison de plage. Elle reconnut immédiatement le conducteur avant même qu'il sorte. Bastien Leclerc émergea de la voiture, avec la même prestance confiante dont elle se souvenait, bien que 5 ans aient ajouté des touches de gris à ses cheveux bruns foncés aux tempes. À 38 ans, il avait encore une silhouette impressionnante dans son costume marine sur mesure, la richesse décontractée de la tech française évidente dans chaque détail, de ses chaussures en cuir italien à sa montre en titane. Son visage exprima une surprise genuine quand il la repéra à travers la fenêtre. Le temps qu'elle atteigne la porte d'entrée, il montait déjà les marches de la véranda, les bras étendus. « Claire, mon Dieu, je n'avais aucune idée que tu étais en ville. » Son étreinte était chaleureuse, l'enveloppant d'une eau de Cologne coûteuse et de ce qui semblait être une affection sincère. Édouard a envoyé un texto disant que quelqu'un était à la maison. Je pensais que c'était peut-être l'agent immobilier. J'ai eu quelques demandes au fil des ans. « Bonjour Bastien. » Elle recula, étudiant son visage. Le charme juvénile qui avait fait de lui un entrepreneur si réussi avait mûri en quelque chose de plus raffiné, bien que ses yeux sombres gardaient la même intensité qu'elle se rappelait. « Entre, s'il te plaît. Je ne veux pas déranger, j'étais juste... » Elle gesticula vaguement vers l'intérieur. Bien sûr. Il la suivit à l'intérieur, son regard balayant l'espace familier. « Mon Dieu, c'est comme remonter le temps, n'est-ce pas? C'est en fait pourquoi je suis ici. » Claire s'installa sur le canapé et Bastien prit la chaise en face d'elle. Il y a eu du nouveau. Un plongeur a trouvé le téléphone d'Amélie ce matin, dans un étui étanche près du récif. Bastien se figea complètement. Son téléphone, avec autre chose. Claire observa attentivement son visage. Un test de grossesse. Quoi? Le choc semblait genuine, sa main allant à sa poitrine. Amélie était enceinte? Il semblerait. Elle n'a jamais rien dit? Vous aimeriez de l'eau? Offrit Claire, ayant besoin d'un moment elle-même. Sortons sur la terrasse, j'aurai besoin d'air. Ils se dirigèrent dehors, où le soleil de l'après-midi peignait l'océan en nuances de turquoise et de bleu marine. Le mobilier de terrasse restait comme il avait toujours été, l'ensemble de salle à manger en teck où ils avaient partagé tant de repas, les chaises longues, confortables, où Amélie adorait lire. Bastien se tint à la balustrade, les mains agrippant le bois patiné. Ce week-end était censé être une célébration. Nous venions de décrocher le contrat Eurotech, le plus gros contrat de l'histoire de notre entreprise. Thomas et moi avions travaillé 18 heures par jour pendant 2 mois pour le conclure. Tu m'as parlé de ce dîner, bien sûr. Amélie avait tout planifié. Elle a dit qu'elle avait quelque chose de spécial à annoncer aussi, mais j'ai supposé que c'était au sujet du lieu du mariage, ou quelque chose comme ça. Il se tourna pour lui faire face, s'appuyant contre la balustrade. Je suis descendu de Paris ce vendredi soir, arrivé vers 19h30. Les lumières étaient allumées, les 2 voitures dans l'allée. J'ai frappé, sonné.
Pas de réponse. C'est étrange. C'est ce que j'ai pensé, mais les clés de voiture de Thomas n'étaient pas sur le crochet près de la porte, où il les laissait toujours. Alors j'ai pensé qu'ils étaient sortis. Peut-être qu'ils avaient décidé de célébrer en privé d'abord, d'avoir un dîner romantique avant la fête. Il sourit tristement. Ils étaient comme ça, tu sais. Agissaient encore comme des jeunes mariés, même après 3 ans ensemble. Alors tu es parti? J'ai attendu jusqu'à 21h. J'ai essayé d'appeler leurs 2 téléphones. Pas de réponse. Je leur ai envoyé un texto de me rappeler quand ils rentreraient. J'ai pris un dîner en ville, pensant les rattraper le matin. Sa voix devint plus calme. Le samedi, j'avais des réunions à Paris. J'ai envoyé un texto à Thomas au sujet de notre partie de golf du dimanche. Nous avions une réservation permanente au golfe de l'Océan. Quand il n'a pas répondu avant dimanche matin, j'ai commencé à m'inquiéter. C'est là que tu as appelé la police. Je suis d'abord venu ici. Tout semblait normal, sauf qu'il n'était pas là. C'est là que j'ai su que quelque chose n'allait pas. Thomas ne manquerait jamais le golfe sans me prévenir. Jamais. Il marqua une pause, fixant l'océan. La police a dit d'attendre 24 heures, mais j'ai insisté. Heureusement, cette tempête est arrivée dimanche soir. Claire le rejoignit à la balustrade. J'ai trouvé le journal d'Amélie. Elle a écrit sur la planification d'annoncer la grossesse à ce dîner. Elle espérait que ça aiderait à arranger les choses entre toi et Thomas au sujet de l'expansion de l'entreprise. La mâchoire de Bastien se crispa presque imperceptiblement. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a écrit sur des disputes, des désaccords au sujet de prendre des dettes pour l'expansion internationale. Il secoua lentement la tête. Amélie ne m'a jamais parlé d'aucune grossesse. Mon Dieu, quelle tragédie! Le bébé aussi. Sa voix se brisa. Si j'avais su, si elle me l'avait dit ce soir-là... Quelque chose dans sa formulation fit faire une pause à Claire, mais elle ne put identifier ce qui semblait faux. L'émotion semblait réelle, le regret genuine. « Je suis désolé, » continua Bastien. « Ça doit être incroyablement difficile pour toi. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Une façon dont je peux aider? Je veux que tu saches, » dit-il en se tournant pour lui faire face complètement. « J'ai essayé d'honorer leur mémoire. L'entreprise prospère. Nous nous sommes effectivement étendus à l'international, exactement comme j'avais planifié. Mais je n'ai jamais oublié que c'était construit sur les fondations de Thomas aussi. J'ai même établi la fondation Amélie et Thomas. Elle fournit des bourses aux jeunes entrepreneurs. C'est très généreux. C'est ce qu'ils auraient voulu. » Il vérifia son téléphone. « Écoute, je suis en ville toute la semaine pour des réunions. Si tu as besoin de quoi que ce soit, quelqu'un à qui parler, de l'aide avec les arrangements, n'importe quoi, appelle-moi s'il te plaît. Édouard a mon numéro. » En se dirigeant vers la porte, Claire se retrouva à l'étudier, l'homme d'affaires prospère, l'ami en deuil, le gardien de leur mémoire. Tous les éléments collaient, et pourtant quelque chose la dérangeait, un instinct qu'elle ne pouvait nommer. « Merci, Bastien, pour tout ce que tu as fait ici. » Il s'arrêta dans l'encadrement de la porte. « Ils étaient ma famille. C'est le moins que je puisse faire. » Après que sa BMW ait disparu sur la route côtière, Claire resta sur la terrasse, regardant les vagues s'écraser contre les rochers où sa sœur avait aimé se promener. Bastien Leclerc avait donné toutes les bonnes réponses, montré toutes les émotions appropriées. Alors pourquoi avait-elle l'impression de venir d'assister à une représentation? Le port de Plaisance s'étendait devant Claire dans une forêt de mâts et de gréements, le soleil de l'après-midi scintillant sur l'eau entre les pontons. Elle avait besoin de s'éclaircir les idées après la rencontre troublante avec Bastien, de traiter tout ce qu'elle avait appris. L'odeur familière de l'eau salée et du gazole ramenait des étés passés ici avec Amélie, apprenant à naviguer dans le petit Figaro de leur père. Elle passa devant le bureau du capitaine de port vers la jetée publique où les touristes nourrissèrent les mouettes et les pêcheurs tentaient leur chance. Le restaurant du Yacht Club était situé au bout de la jetée, ses auvents bleus et blancs flottant dans la brise. À travers les fenêtres, elle pouvait voir les serveurs préparer le service du dîner. « Excusez-moi, Madame Claire ?» Une femme avait émergé de l'entrée latérale du restaurant, portant le pantalon noir et la chemise blanche du personnel de service.
Elle était dans la cinquantaine, avec des cheveux grisonnants tirés en chignon serré et des yeux nerveux qui ne cessaient de regarder autour du parking. « Oui, je suis Monique, la femme d'Édouard. » La femme s'approcha, baissant la voix. « J'ai entendu dire que vous étiez en ville. Édouard me l'a dit au déjeuner. J'ai voulu parler à quelqu'un pendant des années, mais Édouard l'interdisait. Il disait que ce n'était pas nos affaires. » Parler de quoi? Monique jeta un regard autour d'elle, puis tira Claire derrière une remorque à bateau, hors de vue de la route. « Cette nuit, la nuit où votre sœur a disparu, je fermais le restaurant. Nous avions eu une réception de mariage qui s'était prolongée tard. Il devait être près de 2 du matin quand je marchais vers ma voiture. » Le pouls de Claire s'accéléra. « Qu'avez-vous vu? Le bateau de Monsieur Leclerc, ce grand cruiser à cabine. Je l'ai vu quitter le ponton privé près de la maison de plage de votre sœur. Les feux de navigation étaient allumés et je pouvais voir quelqu'un à la barre. Ça m'a frappé comme étrange, vous savez. » « Pourquoi étrange? » « Parce que plus tôt dans la soirée, vers 21h30, Monsieur Leclerc était venu au bar du restaurant. Il a pris un whisky, s'est plaint au barman que Thomas et Amélie lui avaient posé un lapin pour le dîner. Il a dit qu'il avait attendu, mais qu'ils avaient dû sortir. Mais alors, il y avait son bateau qui quittait leur ponton à 2h du matin. Claire sentit un frisson, malgré l'après-midi chaud. « Avez-vous dit à quelqu'un ?» Le visage de Monique se froissa. « Je voulais le faire. Quand la police enquêtait, je voulais dire quelque chose. Mais, Édouard... » Elle jeta un regard vers le parking. « Monsieur Leclerc paie le salaire d'Édouard depuis des années. Il a été bon avec nous. Il a aidé quand Édouard a eu besoin d'une opération, nous a prêté de l'argent quand les temps étaient durs. Édouard a dit que j'avais dû me tromper, qu'il faisait noir, que ça aurait pu être n'importe quel bateau. Mais vous êtes sûr que c'était le sien ? Je connais les bateaux, Madame Claire. Mon père était pêcheur. C'était le horizon bleu de Monsieur Leclerc, aucun doute. La façon dont il se tient sur l'eau, cette bande bleue distinctive. » Sa voix tomba à peine un murmure. Mais que pouvais-je dire? Que j'avais vu son bateau sortir tard. Peut-être qu'il était allé pêcher de nuit. Peut-être qu'il était revenu vérifier s'ils allaient bien. Édouard a dit que si je faisais des problèmes à Monsieur Leclerc sans preuve de quoi que ce soit de mal, nous perdrions tout. Un camion gronda dans le parking et le visage de Monique blanchit. « C'est Édouard. Je dois y aller. S'il vous plaît, ne lui dites pas que je vous ai parlé. C'est un bonhomme, juste protecteur de notre sécurité. » Elle se précipita vers le restaurant, disparaissant à l'intérieur juste au moment où le pick-up d'Édouard se garait près du bureau du capitaine de port. Claire resta figée derrière la remorque à bateau, l'esprit en ébullition. Bastien avait menti au sujet de son départ à 21h. Il était au ponton de la maison de plage à 2h du matin, des heures après qu'Amélie et Thomas avaient supposément disparu. Avant qu'elle puisse remettre en question ses actes, Claire monta dans sa voiture et conduisit la courte distance vers Concarneau. Bastien avait mentionné son hangar à bateau là-bas lors d'une de leurs conversations passées, à l'époque où lui et Thomas prévoyaient d'acheter un plus gros bateau pour le divertissement des clients. Le front de mer historique avait été transformé des conserveries de sardines de l'époque en boutiques touristiques et restaurants. Mais quelques hangars à bateaux fonctionnels restaient à l'extrémité. Elle trouva facilement celui de Bastien, une structure plus récente avec Leclerc Marine peint sur un panneau discret. Les portes principales étaient fermées, mais une entrée latérale était légèrement entr'ouverte. Claire la poussa, appelant « Bastien, il y a quelqu'un ?» L'intérieur était sombre, éclairé par des fenêtres hautes sur les murs. L'espace était organisé et propre, râteliers d'outils le long d'un mur, pièces de bateau stockées sur des étagères, un établi avec de l'équipement de maintenance. Son cruiser à cabine n'était pas là, probablement amarré au port. Dans le coin, elle remarqua une pile de bâches industrielles, le type lourd utilisé dans la construction. Plusieurs bidons d'un gallon s'alignaient sur l'étagère au-dessus, leurs étiquettes fanées, mais l'odeur d'eau de javel reconnaissable même de l'autre côté de la pièce. Son estomac se serra. « Claire ?» Elle se retourna. Bastien se tenait dans l'entrée par laquelle elle était entrée, l'air perplexe, mais pas alarmé. « Je suis désolé. La porte était ouverte et je pensais...
Je voulais te remercier encore pour l'entretien de la maison. Il sourit, passant près d'elle pour allumer les lumières au plafond. Pas besoin de t'excuser. Je devrais garder cette porte verrouillée, mais les gars de maintenance entrent et sortent toute la journée. Il remarqua qu'elle regardait les bâches et les produits de nettoyage. Collection impressionnante, n'est-ce pas? L'entretien des bateaux est plus salissant que la plupart des gens ne le réalisent. Il s'approcha et souleva un coin d'une bâche, montrant son épaisseur. Il faut que ce soit solide. Quand vous nettoyez le poisson ou travaillez sur la coque, les bâches ordinaires ne suffisent pas. Le sang, les tripes de poisson, la peinture de coque, tout ça traverse les matériaux normaux. Celle-ci protège le pont et le ponton. Et l'eau de Javel, il rit, un son naturel qui la fit se sentir stupide de ses soupçons. La bataille éternelle contre l'odeur de poisson et la moisissure. Vous sortez pêcher, rapportez votre prise, et si vous ne désinfectez pas tout immédiatement, votre bateau sent le marché aux poissons pendant des semaines. J'ai appris ça à mes dépens. Il gesticula vers un coin où des cannes à pêche se dressaient dans un râtelier, des boîtes à matériel soigneusement arrangées en dessous. Je me suis mis davantage à la pêche en haute mer depuis que Thomas n'est plus là. Il voulait toujours aller après les gros, marlins, thons. Je le fais maintenant, en quelque sorte en sa mémoire. C'est bien, réussit à dire Claire, se sentant de plus en plus mal à l'aise d'avoir fouiné. En fait, dit Bastien, son visage s'éclairant, pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi demain? Le temps doit être parfait et j'aurais pu utiliser la compagnie. Nous pourrions parler d'Amélie et Thomas, partager quelques bons souvenirs. Parfois être sur l'eau aide. J'y réfléchirai. Pas de pression, mais l'offre tient. Il regarda sa montre. J'ai une conférence téléphonique dans 20 minutes, mais n'hésite pas à regarder autour si tu veux. Tire juste la porte en partant. Après son départ, Claire resta dans le hangar à bateau, essayant de réconcilier ce qu'elle avait appris. Monique avait vu son bateau à 2 ans du matin. Mais voici les preuves d'un pêcheur avide qui aurait des raisons légitimes pour la navigation nocturne, pour les bâches lourdes et les nettoyants industriels. Chaque élément suspect avait une explication raisonnable. Elle tira la porte derrière elle et retourna à sa voiture, plus confuse que jamais. Était-elle si désespérée de réponse qu'elle voyait des motifs sinistres où il n'y en avait pas? Ou Bastien Leclerc était-il exactement ce qu'il semblait être? Un homme prospère qui avait perdu son meilleur ami et associé, essayant maintenant d'honorer leur mémoire tout en poursuivant les hobbies qu'ils avaient partagés? Les questions la suivirent alors qu'elle conduisait vers son hôtel, le soleil de fin d'après-midi projetant de longues ombres à travers la baie de Concarneau. Bastien se dirigea vers la porte du hangar à bateau, puis s'arrêta, se retournant vers Claire avec une énergie soudaine. « Tu sais quoi? Le temps est parfait maintenant, mer calme, bonne visibilité. Pourquoi n'irions-nous pas à l'endroit où ils ont trouvé le téléphone? Peut-être qu'on repérera quelque chose d'autre que le plongeur a raté. » Maintenant, Claire jeta un regard vers le port où les bateaux se balançaient doucement dans leurs amarres. « Pourquoi pas? J'ai tout mon équipement de plongée ici et la lumière de l'après-midi est idéale pour la visibilité sous-marine. Je peux plonger pendant que tu manœuvres le bateau. Tu as encore ton permis, non? De tous ces étés où votre père vous a appris à naviguer, à Amélie et toi. Oui, mais je n'ai pas été sur l'eau depuis des années. C'est comme le vélo. Le ciré se conduit pratiquement tout seul. » Son enthousiasme semblait genuine, presque juvénile. « Écoute, j'ai besoin de ça aussi, Claire. Thomas était mon meilleur ami, mon frère en tout, sauf le sang. S'il y a la moindre chance de trouver plus d'indices, ou même, il s'arrêta, avalant difficilement, même de les retrouver, de les ramener correctement à la maison. Je dois essayer. » L'émotion brute dans sa voix dissipa ses hésitations. « D'accord, oui, allons-y. Fantastique. Je vais chercher l'équipement de plongée. Le bateau est au ponton 47, juste en bas du Yacht Club. J'ai quelques documents dans ma voiture, » dit Claire, se rappelant le dossier qu'elle avait impulsivement pris du bureau à domicile de la maison de plage. « Des papiers de la maison que je n'ai pas encore regardés. Ça t'ennuie si je les apporte? » « Bien sûr que non, prends ton temps. » Claire récupéra son sac de voyage de la voiture, fourrant le dossier Manila à l'intérieur avec sa bouteille d'eau et sa veste.
Le soleil de fin d'après-midi réchauffait ses épaules alors qu'elle marchait vers le port, essayant de calmer le mélange d'anticipation et d'inquiétude qui bouillonnait dans son estomac. Le bateau de Bastien était impressionnant. Un Sea Ray de 10 mètres, avec un flybridge, coque blanche immaculée accentuée de cette bande bleue distinctive que Monique avait mentionnée. Il était déjà à bord, organisant l'équipement de plongée sur le pont arrière. « Bienvenue à bord de l'Horizon Bleu !» cria-t-il en offrant sa main pour l'aider à monter sur le bateau. Thomas m'a aidé à la nommer. Il a dit « Tout le monde mérite une seconde chance de réaliser ses rêves ». L'ironie n'échappa pas à Claire alors qu'elle installait son sac de voyage dans la cabine et se familiarisait avec les commandes. En quelques minutes, ils sortirent du port, le port tombant derrière eux. « Les coordonnées sont déjà dans le GPS », dit Bastien, pointant vers l'écran de navigation. « Environ 1 kilomètre au large, près de la pointe de Trévignon. Tu peux prendre la barre pendant que je prépare l'équipement de plongée ?» Claire prit le volant, la sensation familière d'un bateau répondant à son toucher, ramenant des souvenirs doux amers. L'océan était effectivement calme, avec de douces houles que le Sea Ray traversait sans effort. Bastien s'affairait avec les bouteilles et détendeurs, appelant occasionnellement des corrections de cap. « Ça te dérange de prendre le relais quelques minutes ?» demanda Claire, quand ils étaient à mi-chemin de leur destination. « Je veux regarder ces papiers pendant qu'on a une bonne lumière. »« Bien sûr, prends ton temps. » Elle descendit dans la cabine, reconnaissante pour son intérieur spacieux. Les documents s'étaient déplacés dans son sac pendant la marche, et elle les étala soigneusement sur la table de navigation. La plupart étaient de la routine, factures de services publics, déclarations d'impôts fonciers, papiers d'assurance. Mais près du fond, elle trouva une proposition reliée avec le logo Web Innovation sur la couverture. Initiative d'expansion stratégique était inscrit en relief sur le devant, daté de seulement 3 semaines avant la disparition d'Amélie et Thomas. Claire l'ouvrit, parcourant le résumé exécutif. La portée était à couper le souffle. Bureau à Londres, Berlin, Amsterdam et Barcelone dans les 18 mois. Revenus projetés qui semblaient fantaisistes. Investissement d'infrastructures qui faisait reculer son esprit de comptable. En tournant les pages, elle trouva l'écriture de Thomas dans les marges, son script net montrant une alarme croissante à chaque section. Trop agressif pour le cash flow actuel. Qu'en est-il de nos clients existants? Cette chronologie est impossible sans sacrifier la qualité. Les projections financières lui donnèrent mal au ventre. 2 millions d'euros de capital liquide requis dans les 6 mois juste pour le bureau de Londres. Encore 3 millions pour les opérations Europe du Sud dans l'année. Les risques étaient énormes. Le genre qui pourrait détruire une entreprise si même un marché échouait à se matérialiser. Mais c'était la page finale qui fit trembler ses mains. La restructuration de propriétés proposée était brutale dans ses implications. Si Bastien fournissait le capital d'expansion, sa participation passerait de 50% à 70%. Thomas deviendrait un associé minoritaire dans l'entreprise qu'il avait cofondée. Plus de notes dans l'écriture de Thomas remplissèrent les marges, pas ce dont nous avions convenu. Besoin de penser à l'avenir. Ne peut pas tout risquer maintenant. Et finalement, en bas, encerclé 2 fois, la famille d'abord. Claire s'affaissa sur la banquette de la cabine, les papiers tremblants dans sa poigne. Thomas avait été prêt à se retirer des grandes ambitions de Bastien. Et si Amélie avait annoncé sa grossesse ce soir-là, cela aurait cimenté sa décision. Leur enfant aurait été la priorité familiale première de Thomas, la raison finale de choisir la stabilité plutôt que l'expansion risquée de Bastien. Pour Bastien, cela aurait signifié la destruction de tout ce vers quoi il avait travaillé, sa vision pour l'avenir de Web Innovation, ses rêves de construire un empire global, tout s'effondrant parce que son associé choisissait la paternité plutôt que l'ambition. « Tout va bien là-dessous » appela Bastien d'en haut. « Bien » réussit à dire Claire, rassemblant hâtivement les papiers. « Je termine juste. » Elle fourra les documents dans son sac, essayant de stabiliser sa respiration. Considérait-elle vraiment que Bastien, le meilleur ami de Thomas, l'homme entretenant leur mémoire, pourrait leur avoir fait du mal?
L'épreuve était circonstancielle au mieux. Un bateau vu tard dans la nuit, des désaccords commerciaux, des pressions financières. Mais les coïncidences s'accumulaient comme des nuages d'orage à l'horizon. Bastien avait menti sur le moment où il était parti. Il avait les moyens. Un bateau, ses bâches industrielles, l'eau de Javel. Il avait le motif, des millions d'euros et l'ambition de sa vie en jeu. Et il avait l'opportunité, un accès de confiance à la maison, à Thomas et Amélie. Claire remonta sur le pont, se forçant à paraître calme. Bastien se tenait à la barre, le site de plongée approchant sur le GPS. « Trouvez quelque chose d'intéressant » demanda-t-il en lui jetant un regard. « Juste de vieilles factures et des papiers d'assurance » mentit-elle, prenant sa position près des commandes. « L'eau a l'air parfaite » dit-il, atteignant déjà sa combinaison de plongée. « Avec un peu de chance, on pourrait trouver quelque chose qui t'apporte la fermeture. » Alors qu'il s'équipait, Claire agrippa le volant et fixa l'océan qui avait supposément réclamé sa sœur. L'homme se préparant à plonger dans ces eaux était soit un ami en deuil essayant d'aider, soit quelque chose de bien plus sinistre. La terrible incertitude de ne pas savoir lequel la faisait se sentir plus seule qu'elle ne l'avait jamais été, même entourée par le vaste Atlantique. Elle pensa au journal d'Amélie, à l'espoir de sa sœur qu'une annonce de bébé guérirait la faille entre associés. Au lieu de cela, avait-elle scellé leur destin ? Les questions tournaient comme les oiseaux marins au-dessus, n'offrant aucune réponse, seulement le poids croissant du soupçon qui pressait contre sa poitrine comme les profondeurs océaniques en dessous. Le GPS bipa, indiquant qu'ils avaient atteint les coordonnées. Bastien coupa le moteur et se dirigea vers la proue pour déployer l'ancre. Le bateau se stabilisa dans un roulis doux avec la houle, approximativement 1 kilomètre au large, où l'eau passait du vert côtier au bleu plus profond. « Conditions parfaites » dit Bastien, revenant à la plateforme de plongée. Il sortit sa combinaison du sac d'équipement, la secouant. La visibilité devrait être d'au moins 15 mètres là-dessous. Claire le regarda se préparer. Ses nerfs tendus à l'extrême. Les documents commerciaux pesaient sur son esprit comme l'encre les tenant en place. Elle avait besoin de savoir, avait besoin de sonder avec précaution. « J'ai effectivement trouvé quelque chose d'intéressant dans ces papiers, » dit-elle, gardant son ton conversationnel. « Quelques documents commerciaux, des plans d'expansion pour Web Innovation. » La main de Bastien se figea sur la fermeture éclair de la combinaison. Le changement fut instantané et complet. L'ami chaleureux et serviable disparut comme le brouillard se dissipant au soleil. Quand il se tourna pour lui faire face, ses yeux étaient devenus froids et plats. « Tu n'as pas pu laisser tomber. » Sa voix était calme, presque triste. « Je ne sais pas ce que tu veux dire », essaya Claire de maintenir une expression d'innocence confuse, mais son cœur martelait contre ses côtes. « Arrête !» Il s'éloigna de l'équipement de plongée, l'étudiant avec le regard calculateur d'un prédateur reconnaissant sa proie. « Je peux le voir dans tes yeux, Claire. Tu as compris. La façon dont tu m'as regardé depuis que tu es remontée de la cabine. La façon dont tes mains tremblent maintenant. » Elle recula instinctivement vers la radio montée près de la barre. Bastien bougea plus vite qu'elle ne s'y attendait, traversant le pont en 2 enjambées et arrachant le combiné de la radio de son support avec une efficacité pratiquée. Il tira sur les fils de connexion, rendant le système de communication inutile. « Ce ne sera pas nécessaire », dit-il en jetant l'équipement endommagé par-dessus bord. Du sac de plongée, il sortit quelque chose qui transforma le sang de Claire en glace. Un pistolet compact qu'il maniait avec une familiarité troublante. « Assieds-toi » gesticula-t-il vers le siège de banquette. « Les mains où je peux les voir. » L'esprit de Claire parcourut les options à toute vitesse. Ils étaient à 1 kilomètre du rivage. Pas de radio. Personne ne savait qu'elle était sortie en mer avec lui. Alors qu'elle se dirigeait pour s'exécuter, elle glissa sa main dans la poche de sa veste, trouvant son téléphone. Tout en gardant son autre main visible et son langage corporel soumis, elle tâtonna la combinaison de boutons latéraux qui déclencherait le SOS d'urgence. 5 pressions rapides. Le téléphone vibra légèrement, confirmant l'activation. Les gardes-côtes surveillaient ces signaux de détresse GPS. Du moins, elle priait qu'ils le fassent. « Les 2 mains sur tes genoux »
ordonna Bastien. Elle s'exécuta, laissant le téléphone dans sa poche. Quelques secondes plus tard, il sembla s'en souvenir. « Ton téléphone, sors-le lentement et fais-le glisser sur le pont. » Avec des doigts tremblants, elle récupéra le téléphone et l'envoya glisser vers lui. Il le ramassa et sans même regarder l'écran, le jeta par-dessus bord, où il disparut dans les profondeurs bleues. « Quel dommage !» dit-il en s'installant sur la banquette opposée, tout en gardant l'arme pointée sur elle. « Je t'aimais bien, en fait, Claire. Tu étais toujours la intelligente de la famille, mais aussi celle qui savait quand rester à l'écart. Tu aurais dû continuer comme ça. Bastien, je ne comprends pas. Arrête !» secoua-t-il la tête. « Nous avons dépassé ça maintenant. Tu veux savoir quelque chose d'ironique? Je pensais qu'en t'emmenant ici, ça m'aiderait en fait à me disculper. Pense-y. Qui emmènerait quelqu'un plongé pour des corps, s'ils étaient le meurtrier? C'est comme retourner sur la scène de crime avec un témoin. Complètement illogique. » Un rire dur lui échappa. « Mais j'ai sous-estimé ta intelligence. Je ne savais pas que tu étais assez maligne, que tu me soupçonnerais encore même avec une indication si évidente d'innocence. J'aurais dû me rappeler que tu étais toujours celle qui analyse, qui réfléchit à tout. Bastien, s'il te plaît, c'est malheureux pour toi maintenant. » Sa voix portait une note de regret genuine. « Très malheureux pour toi, mais pas pour moi. Je suis allé trop loin pour laisser quiconque détruire ce que j'ai construit. Même quelqu'un que je considérais autrefois comme de la famille. » Le bateau roulait doucement dans la houle, l'océan paisible en contraste frappant avec l'horreur se déroulant sur le pont. Quelque part au loin, un oiseau marin cria. Claire gardait sa respiration stable, s'accrochant à l'espoir que son SOS avait été reçu, que de l'aide arrivait. Mais alors que Bastien ajustait sa prise sur l'arme, son expression se durcissant en détermination sinistre, elle sut que son temps s'écoulait dangereusement. Bastien s'adossa contre le plat-bord, le pistolet stable dans sa main. Ses yeux avaient pris une qualité distante, comme s'il regardait au-delà de Claire vers cette nuit d'il y a 5 ans. « Tu veux savoir ce qui s'est passé? Très bien, tu mérites ça au moins. Avant... » Il s'interrompit, puis se redressa. « Ce vendredi soir, je suis arrivé exactement quand je l'ai dit, 19h30. J'ai même apporté une bouteille de Château Margaux 2005, millésime à 1500 €. Rien que le meilleur pour célébrer le contrat Eurotech. » Claire resta figée sur la banquette, acutement consciente de chaque petit mouvement de l'arme. « Ils étaient si heureux de me voir, » continua Bastien. Amélie avait fait sa fameuse paella aux fruits de mer. Thomas m'a tapé dans le dos, a dit qu'on allait conquérir le monde ensemble. Nous nous sommes assis là, dans leur salle à manger, portant un toast à notre succès. Sa voix prit un bord amer. Puis, pendant le plat principal, Amélie s'est levée, a dit qu'elle avait une annonce à faire. Je pensais peut-être qu'ils avaient enfin fixé une date de mariage. Mais non, elle a mis sa main sur son ventre et nous a dit qu'elle était enceinte. 8 semaines. Le bateau roulait doucement et Bastien ajusta sa position sans jamais laisser l'arme vaciller. Tu aurais dû voir le visage de Thomas. C'était comme si quelqu'un l'avait illuminé de l'intérieur. Il a sauté, l'a soulevé dans ses bras, l'a fait tourner là même dans la salle à manger. Quand il l'a reposé, il parlait déjà du futur. Comment ça changeait tout? Comment il voulait construire quelque chose de stable, quelque chose de local, un héritage pour son enfant. La mâchoire de Bastien se crispa. Je me suis assis là, regardant le travail de toute ma vie s'effondrer, des années de journées de 18 heures, de sacrifices, de construction de web innovation à partir de rien, les plans d'expansion qui auraient fait de nous des géants de l'industrie, disparus à cause d'une grossesse non planifiée. Alors tu les as tués, murmura Claire. Je suis venu préparer pour plusieurs issues cette nuit-là. Son ton était maintenant factuel, comme s'il discutait d'une transaction commerciale. Dans la poche de ma veste, j'avais un petit flacon de cyanure, incolore, inodore, parfait. Je l'avais en fait apporté au cas où les négociations tourneraient mal. Au cas où Thomas refuserait complètement l'expansion. Un dernier recours. Il bougea légèrement, le soleil de fin d'après-midi projetant son ombre à travers le pont. Ils étaient si heureux
qu'ils ont à peine remarqué quand je suis allé à la cuisine aider avec le dessert. Amélie avait fait un tiramisu. Pendant qu'ils étaient dans la salle à manger, rayonnant encore de leurs nouvelles, j'ai versé 3 verres de vin de dessert. Le cyanure est allé dans 2 d'entre eux. L'estomac de Claire se retourna. Tu les as empoisonnés pendant leur célébration. J'ai proposé un dernier toast au nouveau commencement. J'ai dit « à l'avenir ». Un rire creux lui échappa. Ils sont morts en quelques minutes. Rapide, relativement indolore. Ils se tenaient la main quand c'est arrivé. Au moins, je leur ai donné ça. Le caractère désinvolte de ses aveux rendait cela encore plus horrifique. Ils parlaient de meurtre comme d'autres pourraient discuter d'une décision commerciale difficile. Le reste, c'était de la logistique, continua-t-il. J'avais des bâches dans mon bateau, les mêmes industriels que tu as vus au hangar. Je les ai enveloppés soigneusement, utilisé des poids de plongée de mon équipement pour m'assurer qu'ils couleraient. Je les ai chargés sur le bateau en utilisant le chariot du ponton. Il était passé minuit, pas de lune, condition parfaite. Tu les as jetés dans l'océan. 120 mètres de fond, 3 kilomètres au-delà du récif. Aucun plongeur récréatif ne va si profond. Les courants là-bas disperseraient toute preuve. J'ai passé 3 heures à nettoyer cette maison avec de l'eau de Javel. Chaque surface, chaque verre, chaque trace de ce dîner, j'ai fait en sorte que ça ressemble à ce qu'ils avaient simplement disparu. Bastien sortit de la poche de sa veste une petite fiole en verre remplie de liquide clair. Le même lot, en fait. Je garde toujours un peu sous la main. On ne sait jamais quand un problème pourrait nécessiter une solution permanente. Tu es fou. Je suis pratique. Il leva la fiole, regardant le liquide bouger à l'intérieur. Maintenant, c'est ton tour, Claire. Une fois que tu seras parti, personne ne saura jamais. Ton téléphone est au fond de l'océan, la radio détruite. Pour autant que quiconque le sache, tu es reparti à Paris après avoir visité la maison de plage. Une autre tragédie pour la famille Delacroix. Des gens nous ont vus partir ensemble. Édouard, Monique. Édouard m'a vu partir seul. Je lui dirai que tu as décidé de ne pas venir. Il haussa les épaules. Monique, eh bien, elle a appris à se taire. Bois ça. Il tendit la fiole vers elle, l'arme toujours stable dans son autre main. Les yeux de Claire se portèrent au-delà de lui vers l'horizon où elle aperçut un éclair de blanc et d'orange. Un vedette des gardes-côtes, encore distante mais approchant rapidement. Son SOS avait fonctionné. Bastien saisit son regard et se retourna pour regarder. La vedette était clairement visible maintenant, peut-être à 10 minutes, mais se rapprochant rapidement. « Putain !» Il se retourna vers elle, sa façade calme se fissurant. « Bois maintenant ! Quand tu seras parti, il n'y a pas de preuves, pas d'éléments. Juste la parole d'un ami en deuil qui a essayé d'aider à chercher des corps. » Alors qu'il se retournait pour vérifier les progrès des gardes-côtes encore une fois, Claire vit sa seule chance. Elle bondit en avant, agrippant l'arme. Bastien réagit instantanément, sa force supérieure évidente, alors qu'il luttait sur le pont mouillé. La fiole vola, se brisant contre le plat-bord. « Petite idiote !» Il la plaqua contre le pont, l'immobilisant avec son poids. L'arme avait glissé au loin dans leur lutte, mais ses mains trouvèrent à sa gorge. Claire griffa ses bras, sa vision commençant à se troubler. Il la traînait vers la balustrade, avec l'intention de la jeter par-dessus bord. L'océan attendait en dessous, prêt à réclamer une autre victime. Le bruit de moteur puissant devint plus fort. Bastien leva les yeux pour voir la vedette des gardes-côtes fonçant sur eux, des officiers visibles sur le pont. « Garde-côtes, arrêtez ce que vous faites et levez les mains !» La voix amplifiée résonna sur l'eau. En quelques instants, des officiers descendaient en rappel sur le ciré, arme dégainée. Bastien fit un dernier effort désespéré pour l'arme, mais Claire réussit à la faire glisser plus loin. Un officier le plaqua sur le pont. « Non, vous ne comprenez pas !» cria Bastien alors qu'ils lui passèrent les menottes. « Elle ment! J'essayais d'aider, nous cherchions des corps !» Plus d'officiers envahirent le bateau, l'un s'occupant immédiatement de Claire, pendant que d'autres sécurisaient Bastien. Ils continuaient à se débattre, alternant entre déclarations d'innocence et rage incohérente. « Monsieur, arrêtez de résister !» ordonna un officier alors qu'il luttait pour le contrôler. « 5 ans !» hurla Bastien. « 5 ans, j'ai construit cette entreprise.
Ils allaient tout détruire. Vous ne comprenez pas ce que j'ai sacrifié. Alors qu'il le traînait vers la vedette des gardes-côtes, ses yeux rencontrèrent ceux de Claire une dernière fois. L'homme d'affaires calculateur était parti, remplacé par quelque chose de sauvage et de désespéré. « Tu aurais dû rester à l'écart, dit-il. Tu aurais dû laisser tomber. » Puis il fut parti, transféré à la vedette en garde à vue, et Claire fut laissée assise sur le pont de son bateau, tremblante et vivante, alors que le soleil commençait sa descente vers l'horizon de l'Atlantique. 3 semaines plus tard, Claire se tenait sur les falaises de Bénodet, regardant l'océan qui avait finalement révélé ses secrets. L'équipe de récupération en eau profonde avait localisé les corps d'Amélie et Thomas, exactement où Bastien avait avoué les avoir jetés. Ils reposaient maintenant dans le nouveau cimetière de Quimper, leur vrai nom gravé sur une pierre tombale ornée d'une croix chrétienne entourée de motifs marins, un symbole de leur amour pour l'océan qui était devenu leur tombe. Le procès de Bastien Leclerc s'était ouvert la semaine précédente au tribunal de grande instance de Quimper. Accusé de double meurtre avec préméditation, tentative de meurtre et séquestration, il avait plaidé non coupable malgré ses aveux détaillés sur le bateau. Ses avocats tentaient une défense d'aliénation mentale, mais les preuves étaient accablantes. L'analyse forensique du bateau avait révélé des traces microscopiques de sang dans les joints du pont, malgré ses efforts avec l'eau de Javel. L'ADN correspondait à Amélie et Thomas. L'historique GPS de son système de navigation confirmait ses mouvements cette nuit-là, ancré au ponton de la maison de plage jusqu'à 2h15. Puis voyage vers un point à 3 kilomètres au-delà du récif de Trévignon, où il était resté ancré 43 minutes avant de retourner au port. Claire avait témoigné pendant 2 jours, racontant avec une dignité bouleversante ses 5 années de doute, sa découverte du journal d'Amélie et l'horrible vérité révélée sur le bateau. Le jury l'avait écoutée avec une attention respectueuse, beaucoup essuyant discrètement leurs larmes quand elle décrivait les derniers espoirs de sa sœur pour leur enfant à naître. Ces 2 personnes avaient le droit de vivre, d'aimer, de fonder une famille, de vieillir paisiblement, avait-elle déclaré lors de sa déposition finale. Bastien Leclerc leur a volé leur vie au nom du profit et de l'ambition. Il a tué non seulement Amélie et Thomas, mais aussi l'enfant qu'ils portaient, 3 vies détruites pour des parts de marché et des comptes bancaires. Le verdict était attendu la semaine suivante, mais personne ne doutait de l'issue. Bastien Leclerc passerait le reste de sa vie en prison. Claire ouvrit le journal d'Amélie à la dernière page, relisant les mots hopeful de sa sœur sur leur petite famille qui commence. Une brise salée fit volter les pages, portant avec elle le cri des mouettes et le rythme éternel des vagues. L'affaire avait révélé l'ampleur de la tromperie de Bastien. Web Innovation avait effectivement prospéré après la disparition de Thomas, s'étendant exactement comme Bastien l'avait planifié. Il avait utilisé l'assurance vie de Thomas et les parts de l'entreprise pour financer l'expansion, tout en jouant le rôle de l'ami en deuil qui honorait leur mémoire. La fondation Amélie et Thomas s'était révélée être largement une façade pour l'évasion fiscale, avec seulement une fraction des fonds allant réellement aux bourses promises. Plus troublant encore, l'enquête avait découvert que Bastien avait surveillé discrètement Claire pendant des années. Il avait des dossiers détaillés sur ses recherches, ses déplacements, même ses relations personnelles. Le prédateur avait gardé un œil sur sa proie potentielle, attendant le bon moment pour frapper si elle devenait trop dangereuse. Il était prêt à me tuer depuis le début, avait-elle confié au commandant Morvan lors d'un entretien de suivi. Toutes ces années où je pensais qu'il m'aidait, il planifiait ma mort si j'approchais trop près de la vérité. Et maintenant, debout sur ces falaises où Amélie avait aimé se promener, Claire sentait un mélange de fermeture et de chagrin persistant. La vérité était connue, la justice rendue, mais cela ne ramènerait pas sa sœur ni l'enfant qui n'avait jamais eu la chance de naître. Elle ferma le journal et regarda vers l'ouest, où le soleil couchant peignait l'Atlantique en or et cramoisi. Quelque part sous ces eaux, l'étui étanche jaune d'Amélie avait dérivé pendant 5 ans, gardant ses secrets jusqu'à ce qu'un plongeur curieux le libère des récifs. Ce petit objet avait changé tout,
révélant non seulement un crime horrible, mais démontrant que parfois, même l'océan finit par rendre ses morts. En redescendant le sentier vers sa voiture, Claire pensait aux derniers mots de Bastien sur le bateau. « Tu aurais dû laisser tomber. » Mais certaines vérités refusent d'être enterrées. Certains secrets finissent toujours par remonter à la surface. L'amour d'une sœur, comme la marée, ne peut être contenu indéfiniment. L'étui étanche avait été le message dans une bouteille d'Amélie, attendant 5 ans d'être découvert. Et maintenant, enfin, sa voix avait été entendue. Ce cas nous montre comment les apparences les plus respectables peuvent cacher les crimes les plus atroces, et comment la détermination d'une seule personne peut faire triompher la vérité contre tous les mensonges. Qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Aviez-vous soupçonné Bastien dès le début, ou ses explications vous semblaient-elles convaincantes? Comment une telle tragédie a-t-elle pu rester cachée si longtemps? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si ce type d'enquête criminelle vous passionne et que vous voulez découvrir d'autres mystères, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez un like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aux affaires criminelles françaises. Car c'est en gardant vivante la mémoire de ces tragédies que nous pouvons espérer qu'elles ne se reproduisent jamais.